âmes. Donc je reviens pour vous raconter une petite histoire que j'ai écrite, en tout cas elle a été publiée sur mon blog d'autrice, Lynn Larson, le 25 mars 2020. Donc si vous voulez la lire ou la relire si vous la connaissez déjà, vous la trouverez sur ce blog et il y a des petits icônes et il y a compte, donc vous pouvez des icônes en vrac et ceux qui ont été le plus lus. Donc compte est quand même assez gros, on peut le trouver, vous cliquez dessus et vous allez trouver Tao Céleste. C'est une histoire qui est, semble-t-il, réelle. La trame, en tout cas, de l'histoire a été rapportée par le premier traducteur de Viking, qui est un pasteur allemand qui se targuait d'avoir échoué dans son prosélytisme, de n'avoir pas obtenu des nouvelles ouailles pour la religion, donc je pense protestante. Et il avait raconté cette histoire qu'il aurait vue ou qu'on lui aurait rapportée dans une province de Chine à Jung, qu'il l'a rapporté à Jung, qui aimait beaucoup cette histoire et que moi j'ai lu en fait dans sa biographie et puis après dans d'autres livres qui parlent de Jung. J'ai découvert en fait que c'était une histoire qu'il racontait à chaque fois qu'il faisait une élocution au tout début. Je l'ai ressorti à ma façon à moi, à la mode Linné. Et donc je vais vous la lire. Je pense que je ressens en tout cas que c'est vraiment une histoire qui persiste, dans son importance. Et donc au fond, elle est universelle et c'est un conte de sagesse. Mais je vais le lire. Imaginez un pays où il ne pleut pas depuis des mois, où les fruits de la terre sont terrassés, où celle-ci asséchée s'est écartelée, où les animaux et les hommes sont en bonne voie d'être décimés. In extremis, on dépêche des émissaires à la recherche du sauveur, comme si le souverain se réveillait et réalisait enfin l'ignominie où était plongé son royaume. Plusieurs héros, mais aussi des scientifiques, des médecins, et tout un tas d'autres experts, accoururent proposant des élixirs, des formules magiques et surtout des tribunaux pour purger les coupables. Comment reconnaissait-on ces criminels ? J'avoue que cette histoire est très ancienne et je n'en sais pas plus. Peut-être avait-il les yeux verts ou bleus ou noisettes. Peut-être avait-il les seins en poire, le rire cristallin, les fossettes aux joues. Peut-être était-il trop vieux ou trop jeune, ou vivait-il dans une ville méprisée car méprisante. Peut-être les criminels étaient les contestataires du régime. Peut-être voulait-il vivre autrement, ou souhaitait-il agir, ou en demandait-il trop. Bref, peut-être avait-il l'esprit indomptable, ou croyait-il à des sornettes. Toujours est-il que, mis à part les crimes perpétrés au nom de la patrie, le pays continue à décliner. On aurait oublié son existence et je n'aurais pas pu vous narrer son histoire sans l'intervention d'une mule. Consciencieuse et tenace, bien qu'abandonnée par son jeune maître qui profita de sa fonction d'émissaire pour s'enfuir du pays, elle ramena un vieil homme d'un voyage de plusieurs lunes. Simplement vêtu et n'ayant qu'un baluchon, le fier roi l'aurait jeté au dehors du palais s'il n'était lui-même désespéré. Après tout, il n'avait plus rien à perdre. Il l'écouta. L'homme n'avait du reste aucune velléité. Il souhaitait séjourner dans un endroit paisible pour y mener à bien sa tâche.
Alors que le grand chambellan l'escortait dans une des nombreuses demeures royales, une des plus modestes si on peut la qualifier ainsi, le sage pria son accompagnateur d'arrêter l'attelage au milieu de nulle part. Là, une cabane construite de briques et de brocs se maintenait debout au petit bonheur la chance. Récupérant son baluchon, l'étranger s'y engouffra, demandant qu'on ne le dérange sous aucun prétexte. L'escorte attendit, mais l'homme ne sortit pas, ni le premier jour, ni le second. N'entendant aucun bruit, le chambellan pensa qu'il était mort, et décida de se mettre en chemin et, ma foi, de s'enfuir lui aussi. Il n'avait pas signé pour se sacrifier, n'est-ce pas? Mais un son cristallin et des marmonnements qui pouvaient bien être des incantations le détournèrent de son plan. L'idée que l'étranger soit un grand mage lui parut tout à fait plausible. N'était-il pas accoutré comme un va-nu-pied? Les contes regorgeaient de puissants magiciens ou de fées qui ne payaient pas de mine. Le chambellan décida qu'il allait suivre l'adage « jamais 2 sans 3 ». Il attendrait encore un jour le vieux fou, et puis lèverait le camp si l'homme restait confiné. À l'aube du 3e jour, des nuages envahirent progressivement le ciel et la fraîcheur suivit. Le chambellan et son escorte frémirent. Chacun sentit l'espoir les submerger. Le cœur du chambellan s'emballa comme au temps de sa jeunesse, quand il croisait une nouvelle conquête potentielle. Il se surprit à être heureux. La vie affluait dans chaque cellule de son corps. Il découvrait que depuis des années, il n'était qu'une pauvre enveloppe vide qui servait ses ambitions et celles de son souverain. Cette prise de conscience semblait être contagieuse. Le cuistot et le palefrenier exultaient. Le vieux sage mit un pied dehors, et le ciel s'assombrit. Comme si un chef d'orchestre avait donné le signal, des roulements de tambour du tonnerre éclatèrent, suivis par des zébrures mordorées qui déchirèrent le ciel. Des gouttes, grosses comme mon poing, vinrent se joindre au spectacle. Le chambellan pleurait comme l'enfant qu'il avait été, tandis que les 2 autres acolytes débutèrent une danse de la joie. Le vieil homme, impassible, demanda à retrouver la mule qu'il avait prise en affection pour pouvoir rentrer chez lui. Le chambellan resta muet. Il avait parlé tardivement au grand désespoir de ses parents. Le cuistot, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, se précipita et demanda comment il avait pu faire ce miracle. Le vieux sage haussa les épaules et répondit. Le Tao faisait défaut. Voilà ce que j'avais à vous raconter.